Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le groupe Savencia qui est un leader français du fromage, qui est un bon dossier value, deep value, enfin en tout cas l'entreprise est très décotée, mais est-ce que c'est un value trap? On va regarder ça ensemble. Le cours de l'action, on voit que ça fait rien depuis 10 ans. On est à un niveau médian, ça bouge pas, enfin on tape des plus hauts à 80€, puis après on redescend à 41, mais il n'y a pas de trajectoire haussière claire, donc ça déjà c'est un signe que le marché n'aime pas trop cette entreprise. Si on regarde la croissance du chiffre d'affaires, c'est pas si mal, hein, en médiane sur 3,3, mais sur 2024, on a réussi à publier 5% de croissance. Ça semble un peu repartir depuis 2020, donc bon, ça a fortement monté en 2022, mais il faut voir aussi l'inflation. Il y a eu beaucoup d'inflation sur les produits alimentaires. Ça semble un peu se tasser depuis. Ce qu'il faudrait regarder, c'est les volumes, en fait, la croissance en volume plutôt que la variation du chiffre d'affaires avec les prix. Mais bon, au niveau à 5%, on va pas se plaindre sur Savencia, surtout que 2024, l'inflation a quand même fortement baissé. Alors, il y a des acquisitions régulièrement, de la croissance externe sur le dossier. Maintenant, on est sur 315 millions d'acquisitions en 10 ans et une market cap de 762 millions, donc c'est pas fantastique, hein, à mon avis. Le marché n'aime pas cette entreprise, on fait beaucoup d'acquisitions, mais ça n'augmente pas la market cap. Alors, on va continuer avec les taux de marge. On est, plutôt stable autour des 33%, des 34% en termes de marge brute, donc le groupe arrive quand même à maintenir ses prix, c'est pas mal. Donc il a pu répercuter la hausse de l'inflation dans ses prix. Ça c'est plutôt pas mal. Un taux de marge d'EBITDA, bon, à un niveau qui est faible en absolu, hein, une faible rentabilité opérationnelle, on va dire. 6% de marge d'EBITDA, de taux de marge d'EBITDA contre une médiane à 6,4. Bon, au moins on se maintient à ce niveau-là, donc on n'a pas une forte marge d'EBITDA, mais bon, on arrive à la maintenir, donc c'est pas mal. Et le taux de marge net, c'est vraiment famélique, on est à 1,5%, c'est très stable, on fait pas de perte, mais on n'est pas sur une activité à forte marge. Alors si on regarde en termes de marge de free cash flow, est-ce que c'est un peu meilleur? C'est légèrement mieux, c'est un peu mieux, mais c'est rien de fantastique. Bon, continuons l'analyse. On voit ici en tout cas que les marges restent constantes, donc ça c'est pas si mal. Ensuite, si on se met sur la conversion des bénéfices nets en free cash flow, il manque 500 millions de free cash flow sur 10 ans, donc où est-ce qu'ils sont passés? Est-ce qu'on est sur une variation défavorable du BFR? Oui, pour 730 millions, donc ça c'est un problème, hein. Ça veut dire que l'entreprise n'arrive pas à faire payer ses clients plus vite qu'elle doit payer ses fournisseurs, donc elle n'a pas de marge, elle n'a pas de pouvoir en fait sur ses clients, sur ses fournisseurs, par rapport à ses clients, donc ça c'est pas bien. Ensuite, si on regarde dépréciation, amortissement et dépenses en capital, on a en plus on a 1,5 milliard de capex supplémentaires par rapport aux dépréciations amortissement. Donc on continue d'investir massivement dans l'appareil productif, mais ça n'a pas l'air de générer les free cash flow et une croissance si importante que ça. Donc problème sur cette société, hein. On voit qu'il y a quand même un peu de mal à générer du cash. Bon, pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow s'il n'y a pas de dette, mais bon, ce qu'on voit là, c'est que c'est pas incroyable, hein. On continue avec la rentabilité opérationnelle, avec le rendement des fonds propres, le rendement des capitaux investis plutôt. On est sur quelque chose qui est assez faible, en médiane on est sur du 5,6%. La dernière publication nous montre un rendement des capitaux investis de 4,9%, donc c'est pas incroyable, hein. Bon, alors, on a une croissance à peu près à ce niveau-là, donc pour la financer, pour autofinancer la croissance, ça va être juste, hein, il va falloir s'endetter. Continuons avec la dette, justement. On a une dette à 459 millions, contre un EBITDA de 422, donc ça reste pas mal, on n'est pas trop endetté non plus, mais ça représente quand même 3 fois et demi les free cash flow. Bon, la dette c'est pas préoccupante, on pourra la rembourser, mais voilà, ça va être, on a besoin de s'endetter pour financer l'activité. La rémunération des actionnaires maintenant, si on regarde les dividendes, rachat d'actions, donc ce qui est bien c'est que le groupe rachète ses actions, ça a l'air d'être le cas depuis longtemps. On peut regarder ça en dézoomant un petit peu, ça a l'air d'être le cas depuis 2009, l'entreprise rachète ses actions, légèrement, il n'y a rien de fou, mais en tout cas c'est bien, ça augmente le rendement de l'actionnaire. On a un dividende de 22 millions qui est payé, donc ça nous fait un rendement de
de 2,8%. Donc ça c'est pas mal. Après j'ai du mal à comprendre le calcul. Alors ici c'est free cash flow margin, c'est pour ça. Le rendement actionnaire est à 3%. Donc c'est pas si mal, hein. À ce niveau-là, pour le rendement, la rémunération de l'actionnaire est pas si mal. Surtout on pourrait augmenter le dividende, hein, puisque les free cash flow sont à 138 millions, on est à 22 millions ici, donc soit on peut augmenter le dividende, soit on pourrait augmenter les rachats d'actions. Mais il y a de la place pour le faire en tout cas. Ensuite, la valorisation du groupe, et c'est là que ça peut être intéressant. On a de la dette, donc on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et là, on est, alors, mettons-nous sur 10 ans, on a une décote quand même qui est importante, à plus de 20%, même plus de 30% de décote, hein, par rapport aux multiples médians sur 10 ans, donc ça c'est bien, bonne marge de sécurité. Marge de sécurité supplémentaire sur le groupe, on a une décote sur actifs tangibles, donc tout ce qui est actifs tangibles, c'est tous les actifs style usine, bétail, etc. Donc on a 40% de décote par rapport aux actifs tangibles. La médiane sur 10 ans, c'est une fois, 1,1, donc 1,1 fois. Là, il y a une forte décote, il y a 50% de décote par rapport à ce multiple-là. Donc ça apporte une marge de sécurité supplémentaire. Quand on a une décote comme ça, hein, ça veut dire que le marché doute de la stratégie et du management. Hein, c'est rien que ça. Mais finalement, on arrive à générer de l'EBITDA, on arrive à être pas trop endetté sur ce dossier. Donc ça m'amène à la conclusion. Savencia, c'est un dossier value, indéniablement. Est-ce que c'est un value trap pour l'interrogation? Maintenant, on voit que la publication des résultats était bien reçue, là. On a ouvert en gap ici. Bon, voilà. À creuser. Sur ce genre de dossier, le principal risque, c'est pas de perdre de l'argent, c'est le coût d'opportunité, parce que si vous rentrez sur ce dossier-là et que la bourse ne revalorise jamais les multiples, vous allez rester à ce niveau-là, ça va stagner, vous allez avoir un petit dividende et un peu de rachat d'actions, bon, mais rien de fantastique. Si jamais l'activité s'améliore, si la rentabilité s'améliore, eh bien peut-être que la bourse va revaloriser le dossier et ça pourrait être intéressant. Donc à analyser de plus près Savencia. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut. Moi je vous dis à bientôt.